municipal ouvert en présence d'un certain nombre de gens dont je vais faire l'appel. Je suis ici Sophie Del Socorro, Jean-Luc Pouget, Présent. Philippe Naon, absent, représenté par Jean-Luc Pouget, Valérie Meyer-Blimont, Présent. Lionel Garnier, absent, représenté par Jean-Claude Le Gall, Martine Thirouez, Présent. Christophe Vincent, Présent. Marie-Claire Gallarano, Présent. Chaude Malonnet, Présent. Bernard Chevillon, Présent. Jean-Claude Le Gall, Présent. Philippe Dinet, représenté par Laurent Robequet, Claire Lacombe, représentée par Sophie Del Socorro, Laurent Robequet, Présent. Véronique Flamand, représentée par Bernard Chevillon, Brigitte Duroux, pour le moment, n'est pas là. J'ai son pouvoir, pardon. Tu as son pouvoir. Oui. Ah. Ok. Jackie Adjamou, absente, représentée par Martine Thirouez. Laurent Kravic, absent, représenté par Magali Richard. Anne de Rivet, absente, représentée par Marie-Claire Gallarano. Magali Richard. Présente. Guylaine Braque de la Perrière. Présent. Joël Ansconrad. Présent. Vincent Bedu. Présent. Éric Baude. Présent. Karen Nabette. Présente. Et Sénat Mousseau. Donc, nous sommes au complet. Pouvoir est présent. Et le secrétaire de séance sera M. Laurent Robequet. Merci d'avance. Bien, vous avez tous reçu l'ordre du jour, vous avez tous reçu la notice de synthèse et d'explication et le compte-rendu dont on parlera plus tard. Nous allons aborder les sujets d'administration générale. Les premiers points sont des points qui concernent en particulier des éléments communs avec notre territoire. Le premier a trait au vote d'une motion en faveur du maintien du service financier de l'État sur notre territoire. Alors il faut savoir, nous l'avons appris pour la première fois au mois de juin dernier à l'occasion d'une réunion de l'Association des maires, que la Direction des finances publiques a entrepris un travail important d'adaptation aux évolutions démographiques et aux changements pratiques des usagers et des outils de gestion des finances publiques, et met en place une réorganisation dans notre département comme dans d'autres, dont les trois objectifs sont premièrement de rassembler les tâches de gestion pure, c'est-à-dire la gestion des finances, le recouvrement des impôts, etc., qui n'ont pas besoin de proximité véritable. Un deuxième point, améliorer l'accueil de proximité des usagers. Et un troisième point, qui est d'améliorer les prestations de conseil à destination des collectivités. Pour répondre à ces quatre points, la Direction des finances publiques a décidé de spécialiser ses personnels et ses centres sur le département et de répartir de manière différente les implantations. La conséquence la plus perceptible pour nous, pas m'étendre sur les malheurs ou les bonheurs de Créteil, de Cachan ou de Nogent, mais la conséquence pour nous essentielle, c'est que le centre de Boissy-Saint-Léger se trouve, a priori, dépourvu de quasiment toutes ses fonctions actuelles, à l'exception de celle du contrôle des impôts des particuliers. Tous les autres points qui nous concernent, par exemple les relations avec le trésorier pour les régies, se passeront à Créteil. Les relations avec le trésorier ou un trésorier pour le conseil en matière des collectivités se passera aussi à Créteil. Le contact dit accueil de proximité dans cette présentation-là est également éloigné vers Villeneuve-Saint-Georges ou Villiers-sur-Marne. Vous voyez que c'est pas tout près. Donc, compte tenu de tous ces aspects des choses, nous avons résolu, en accord plein avec GPSA, puisque ce que je vous dis concerne l'ensemble des services du département, donc l'ensemble des communes du territoire, nous avons résolu
de vous proposer de voter une motion visant le maintien des services financiers de l'État pour préserver les éléments touchant à la proximité du contribuable, d'une point, mais aussi la proximité des collectivités, puisque nous avons pour le moment à nous déplacer pour le dépôt des régies en particulier, ou pour aller traiter des problèmes de finances locales avec le trésorier. C'est cette motion dont vous avez copie dans vos dossiers, et une motion quasi équivalente sera présentée au Conseil territorial, je crois, début octobre. Avez-vous des questions? Apparemment pas. Donc dans ces conditions, je soumets à votre aval l'adoption de la motion en faveur du maintien des services financiers de l'État sur notre territoire. Qui s'y oppose? Personne. Qui s'abstient? Personne non plus. Parfait, merci. Pour vous donner 2 petits tuyaux supplémentaires, je vous précise qu'après cette réunion, puis après une autre réunion que nous avons eue avec le préfet et le député, la direction des finances publiques s'est laissé convaincre de maintenir à Boissy-Saint-Léger, sous forme ou de permanence, voire même d'une présence, le conseil aux particuliers. Le second point consiste à adopter l'avenant numéro 1 à la convention de services partagés du territoire concernant les équipements qui ont été transférés. Vous savez que nous avons transféré, enfin chaque commune a transféré à GPSEA un certain nombre d'équipements culturels ou sportifs. C'est notre cas. Pour notre part, nous avons transféré d'une part le conservatoire, d'autre part le presbytère et la pompe incendie qui sont destinés à devenir une école d'art. Ces biens sont donc aujourd'hui appartiennent à GPSEA, mais ils nécessitent de l'entretien, ne serait-ce que de l'entretien courant qui est le nettoyage. Et par convention, il a été décidé de laisser cet entretien au courant aux municipalités à la charge de GPSEA. Pour ce faire, nous avions souscrit, juste après le transfert, une convention applicable pour ces petits travaux qui a été conclu le 1er novembre 2017 pour une durée de 2 ans. De ce fait, la durée de 2 ans va s'achever au 1er novembre 2019. Et si GPSEA veut qu'on continue à nettoyer, ou si nous voulons que ce nettoyage continue à nous être payé, il nous faut convenir d'un avenant à cette convention. C'est ce qui vous est proposé ce soir, sachant que les conditions d'exercice de cet avenant n'ont pas changé. La seule évolution, et elle n'est pas négligeable, c'est que désormais cet avenant est à durée illimitée. Avez-vous des questions? Indéterminé même. Pas illimité. Indéterminé. Oui. Les deux formules peuvent s'y prêter. Indéterminé est mieux que illimité. C'est vrai. Mais ça doit être indéterminé qui est marqué dans la convention d'ailleurs. Indéterminé. Monsieur le maire? Oui, pardon. Pourquoi on signerait une convention pour le presbytère alors qu'on n'a pas encore commencé Là, parce qu'il appartient déjà à GPSEA, ouais. Qui pourrait nous demander de lui payer une location, mais ce n'est pas le cas. Qui pourrait nous demander de payer une location? Ben oui. Parce que nous occupons. Enfin, dans le presbytère, on ne l'occupe plus. On occupe la pompe incendie. Ah bon. Mais c'est le même ensemble. Oui, j'étais en train de chercher ce qui est écrit. Oui, durée indéterminée, c'est bien ça. Et pourquoi on avait signé une convention sur 2 ans et finalement c'est indéterminé? On ne pourrait pas mettre pour 5 ans, 10 ans ou On aurait pu, c'est parce qu'elle avait été prévue à l'époque. Ça n'a, je vais dire, pas de raison pratique que je connaisse. Peut-être Valérie peut-elle nous le donner, puisque c'est une
proposition initiale, celle de 2017, c'était une convention élaborée et proposée par le territoire. Pourquoi a-t-il mis 2 ans? 2 ans pour voir si ça fonctionnait bien et ensuite renégocier, je pense, avec toi sans problème pour indéterminé comme ça a été noté. Oh. Bon, en tout état de cause, c'est ce qui était prévu avec l'ensemble des bénéficiaires. Alors, quelqu'un s'oppose-t-il à l'adoption à la signature? Oui, monsieur le maire, alors nous allons, le groupe EPS va voter contre, mais avant, on va simplement expliquer notre position. Et notre position, en fait, elle s'origine sur la délibération, en fait, donc du 2 octobre 2017, pour laquelle nous n'étions pas d'accord. La cession des locaux. Voilà. D'accord. Parce que, en fait, nous nous opposons, en fait, nous nous sommes opposés à ces transferts, en fait, de compétences et à ces transferts donc de locaux. Et je crois que ces transferts, pour nous, ne correspondent pas, bien sûr, à la vision de proximité que doit avoir un maire avec sa population. Et je voudrais simplement faire état d'un sondage qui est paru là en septembre 2017. 2019, pardon. Septembre 2019, pardon. Où en fait, justement, il y avait une question qui était souhaitez-vous, alors c'était une question posée donc à des personnes résidant sur une commune, et la question était souhaitez-vous que votre commune ait à l'avenir davantage de pouvoir qu'actuellement, moins de pouvoir ou autant de pouvoir? Et en fait, de ce sondage, il apparaît que 55% des Français sondés souhaitent que le maire ait plus de pouvoir. Et donc notre décision et notre vote politique, il va dans ce sens-là. Et en fait, c'est une décision que nous avons prise qui va aussi correspondre à l'attente de 55% des Français. Et c'est pour ça que nous ne voterons pas cet avenant qui n'est que la conséquence d'une décision politique que bien sûr nous n'avons pas approuvée en 2017. Je comprends cette explication, je n'en débattrai pas avec vous, c'est l'opinion de chacun. Je me contenterai de 2 remarques sur ce que tu viens de dire. La première, c'est que moi aussi, je voudrais bien plus de pouvoir au maire dans les domaines où je suis capable de les exercer. Ce qui n'est pas forcément le cas pour le développement de la culture ou d'autres à ce niveau-là. C'est tout. C'est en particulier la raison ou une des raisons pour lesquelles des équipements communaux ont été cédés à GPSEA qui en assurent un meilleur usage à défaut d'un meilleur entretien. Bon, je referme cette parenthèse-là, je repose mes questions. Qui s'opposent? J'ai une question quand même, monsieur le maire. Ah oui, je t'en prie. Quelles seraient les conséquences d'un refus de cette adoption? De refus de l'adoption de quoi? De la convention? Parce que de l'avenant. La cession, si c'est nous qui le refusons, ça peut vouloir dire qu'on refuse d'entretenir les locaux. Je ne parle pas de l'argument qu'a développé EPS pour refuser, puisqu'on est sur une question de principe, une question politique. Si nous refusons cette convention, la convention, elle dit simplement, c'est la commune qui entretient les locaux de GPSEA et qui en fait payer le coût à GPSEA. Donc si on dit non, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas être payé, ça veut dire qu'on ne veut plus entretenir. Il faudra donc que de GPSEA mette en place un autre système d'entretien des locaux. Voilà. Il s'agit, monsieur le maire, comme des locaux que nous occupons. Donc à un moment... Pour la pompe incendie. Oui, mais le presbytère, c'est pareil. C'est quand même pour les habitants, ça ne va pas être a priori pour des... Mais on ne l'occupe plus. Hein. Oui, mais à un moment, l'argent ne tombe pas du ciel, il va falloir l'entretenir. Et si nous, on ne peut pas l'entretenir, je ne vois pas comment le GPSA va pouvoir l'entretenir avec nous sans lever une fiscalité supplémentaire ou à nous imposer un loyer. Et du coup, il va nous imposer un loyer et finalement, nous ne l'occuperons pas. Il n'y a pas de magie. C'est pas du tout la question à l'ordre du jour. L'avenant, ils entretiennent, mais à un moment, peut-être qu'ils n'arriveront plus à entretenir. Et, je ne crois pas non plus que ça soit la question qu'a posée Sean. À ce moment-là, on peut très bien refuser. Pas du tout, mais je voudrais aller jusqu'au bout de la logique de EPS, en refusant l'adoption de ça. C'est qu'il faudra trouver une autre façon d'entretenir ces locaux, parce qu'effectivement, il faut les entretenir. Mais comme nous n'en sommes plus les propriétaires, l'entretien ne nous incombe plus. D'où... Oui, c'est clair. Bien,
dans le coup, est-ce que j'ai fini de faire voter? Je ne crois pas. Donc j'ai demandé qui s'opposait, on l'a bien noté. Qui s'abstient? Personne. Donc cette convention sera signée. Alors le point suivant est aussi une proposition de GPSEA. C'est une proposition qui a trait... Excusez-moi, je range un peu. C'est une proposition qui a trait à signer une convention. Non, pardon, c'est pas celle-là. À signer un engagement concernant les achats de manière à rendre ceux-ci socialement responsables. C'est une orientation politique que GPSEA propose aux communes et il nous appartient de choisir de nous y associer ou pas. Qu'est-ce que veut dire une charte d'engagement d'achat socialement responsable? Quelqu'un veut intervenir là-dessus, non? Eh bien, une charte d'engagement socialement responsable, ça veut dire que quand nous prenons des engagements d'achat de produits ou d'achat de services, nous nous engageons à nous assurer que le prestataire ou le fournisseur, dans sa procédure de fourniture, développe des éléments de nature sociale visant en particulier à la fourniture locale, à l'intégration de publics particuliers. C'est cet esprit-là que GPSEA souhaite nous proposer d'intégrer dans toutes nos démarches d'achat, quelles qu'elles soient, et en nous appuyant en la matière bien sûr sur GPSEA, sur notre travail à nous, et sur un organisme qui s'appelle le PCI, le Pôle Compétences Initiative, qui est une association christolienne, ancienne association qui s'appelait Plaine Centrale Initiative, qui est en fait une association d'appui au retour et à l'emploi élargi de tout public. Ce qui signifie donc qu'on nous encourage, à travers nos rédactions d'appels d'offres, par exemple, à travers nos rédactions de marché, à introduire, dans la mesure où ceci est possible, des éléments visant à l'amélioration de la portée sociale de ces marchés. Pour ce faire, un service du territoire sera dévolu à ça et nous accompagnera, et c'est l'association du Pôle Compétences Initiative qui nous aidera, le cas échéant, à impulser les démarches. Ce sont des démarches qui ont déjà été entreprises par d'autres collectivités. On nous cite la PHP, on nous cite le Conseil régional, on nous cite le SMER, on nous cite la TGVAL, et la proposition est de rentrer nous-mêmes dans cette démarche. Je pense que vous avez eu l'occasion de lire cette charte d'engagement dans votre dossier, et si vous avez des questions, je les écoute. S'il vous plaît, monsieur le maire, sur les chiffres, vous parlez d'évolution sur les trimestres, en disant qu'il y avait un accroissement, mais vous mesurez sur un seul trimestre, et après vous donnez les chiffres pour mesurer l'accroissement d'activité. Dans la notice? Oui. Oui, alors attends, il paraissait inutile, ou alors il faut vraiment des chiffres... De toute façon, sur un trimestre, une statistique signifie pas grand-chose. Oui, et là, en l'occurrence, c'est statistique. Alors, on a le premier trimestre 2017, après on a les 3 mois de 2019, avec les 3 mois de 2018, puis après vous citez Où est-ce que c'est? Sur l'annexe. Dans l'annexe. Ah, dans l'annexe. Dans l'annexe. Ouais. Oui, mais l'annexe, c'est ça, on n'a pas de... Et après, c'est pareil sur le taux de chômage. Vous parlez du taux de chômage. On parle du taux de chômage dans le 94, après du taux de chômage dans le GPSEA, mais sans le citer. Donc, je ne vois pas l'intérêt de donner tous ces chiffres. Mais attends, tu es sur quelle page de l'annexe? Sur l'évolution des leviers de politique publique sur les dépenses 2018-2019. Dans ces pages...
le sujet est en bas de page 2 et page 3. Ah ben l'annexe, c'est le document de GPS, là. Ah, bon, Ah, non, c'est plutôt la page 5, oui, du contexte socio-économique du GPSE. Ah oui, d'accord, c'est dans le document de GPSE. Application, le réseau des Alors, cela dit, je vais retrouver les lignes, j'espère, mais je ne vous en ferai pas beaucoup de commentaires dans la mesure. C'est un document GPSE. Ou c'est pas nous qui l'avons écrit. Ah oui. Pareil, quand on parle de taux de chômage, c'est bien de mesurer sur le territoire. Et là, du coup, il n'en parle pas. Oui. Non, alors pour information, mais je n'ai pas pris le document, j'ai reçu cet après-midi le document de la Chambre de commerce et d'industrie qui montre l'évolution du taux de chômage et des créations d'emplois dans le Val-de-Marne. Le taux de chômage est à une légère baisse tout en étant supérieur au taux de chômage moyen de l'Île-de-France. Je ne vous donnerai pas les chiffres, je n'ai pas cherché à les retenir. Et les créations d'emplois évoluent dans le même sens, c'est-à-dire dans le bon sens, sont plus importantes que les mois précédents, mais le rythme est moins élevé aussi qu'en Île-de-France. C'est une caractéristique à la fois positive, mais insuffisante, ou insatisfaisante. C'est page 4, c'est dans le préambule. Page 4 dans le préambule. Pas très précis. Ah oui, bah c'est le début. C'est le préambule. Vous voyez, sur les 3 premiers mois. On a dépensé 2 milliards d'euros de plus, 2 millions d'euros de plus que la... Non, 2 milliards d'euros de plus que sur la même période 2018, Et puis après, il y a le qui augmentait aussi par rapport à 2017. Je crois qu'il faut pas attacher une importance majeure à ces chiffres qui, statistiquement, à part le fait qu'ils disent que ça se développe, mais ne serait-ce qu'en raison de l'augmentation des prix des biens et des services, ça ne peut faire qu'augmenter. C'est simplement pour donner une idée de la masse de marché à laquelle peut s'appliquer cette démarche socialement responsable. D'autres questions? Alors, sur le socialement responsable, c'est très bien, c'est parfait de développer tout le diagnostic de socialement responsable, mais comme tout indicateur et toute mesure, c'est un indicateur qui n'est pas facile à mesurer. Mais qui n'est même pas facile à appliquer. À appliquer, mais après à mesurer pour voir quelle est la performance. Vous voyez, sur les chiffres, déjà, on ne retrouve pas des chiffres sur les trimestres, déjà sur les chiffres tangibles de chiffre d'affaires, déjà on n'arrive même pas à avoir une statistique fiable. Alors imaginez sur quelle est l'évolution du socialement responsable. Et ma question pour faire court, c'est il faut toujours un contrôle, un contrôleur. Et qui va contrôler tout ça? Dans tous les domaines financiers et autres, il y a toujours un contrôleur, il y a des organismes qui mesurent, vous êtes SR1, 2, 3, 4, qui vous suivent, vous avez des évolutions, mais là, qui va contrôler tout ça? Alors, d'abord, je vais répondre plus largement. Je pense que c'est une démarche politique, un esprit et une vision des choses que de travailler socialement responsable, c'est-à-dire chercher à faire, disons-le plus crûment, à faire travailler des gens du département, voire de la commune, à acheter dans des entreprises. Voilà. Bon. Pourquoi est-ce difficile à appliquer? On le sait tous, parce que nous sommes tributaires des marchés publics, et les marchés publics, on ne peut pas faire apparaître de préférence dans les marchés publics. Première difficulté. Je ne sais pas comment ça se résoudra, on verra quand il faudra le mettre en œuvre. Que donnera l'appui de GPSEA et l'aide de PCI sur cette affaire-là? Ça reste à jauger à l'aube de ce qui se passera. Et pour en venir à la suite, comment mesure-t-on? En fait, nous, on ne mesurera rien, on aura passé des marchés qu'on aurait de toute façon passés. Est-ce que les entreprises à qui on les a passés, qui auront dans les réponses à l'appel d'offres donné des éléments de comportement socialement responsable, en disant par exemple on va faire appel à, je ne sais pas moi, un taux de handicapés de cet ordre-là. Comment le saura-t-on? On ne le saura pas, ou c'est à la rigueur le fameux organisme d'IPCI qui nous accompagne systématiquement, qui aura aidé à fournir ou à identifier ces personnels-là, qui pourra le mesurer. Et à mon avis, il n'y a que là que ça peut se mesurer. Vous disiez qu'il était originaire de Créteil, ou est-ce qu'il est national, normé? Non, c'est un organisme ex-Plaine Centrale qui aujourd'hui est GPSEA. Oui, qui n'a aucune valeur. Qui n'a aucune valeur. Moi, jusque-là, quand même. Socialement responsable. Il est tout aussi socialement responsable, et même un peu plus,
que ne l'était notre groupe emploi de la communauté de communes dans le passé, dont le rôle était précisément d'essayer d'intégrer les personnels dans les entreprises locales. Alors, il y a aussi une mesure qui sera, elle, plus simple, c'est de savoir quel est le taux d'achat ou de service que nous nous procurons à Centeny, à Marolles, à Créteil ou autre chose. Ça, c'est plus facile à mesurer. Il est déjà important, d'ailleurs. Et tout ça, c'est simplement pour finir, c'est tout ça n'a de valeur que s'il y a une autorité de contrôle, sans parler de normes et de mettre des bâtons dans l'eau, mais une autorité de contrôle qui va fixer des règles, de mesures, qu'on puisse dire, comme vous dites, dans un appel d'offres, eh bien, il est classé 1, 2, 3, 4, et c'est indiscutable. Et c'est pas un petit organisme dans un coin qui attribue des notes. Alors ça, on verra comment ça se passe. Pour qu'on puisse, nous, se baser quand le maire achète, enfin le conseil municipal, qu'il soit sûr de son achat. À titre d'exemple, point d'interrogation, c'est-à-dire comment ça se passe. En ce moment, on est en train d'acheter l'équipement de la police municipale. On l'achète par l'intermédiaire de l'UGAP. Pourquoi l'UGAP? Parce que c'est l'organisme de groupement des commandes des collectivités. Et comment travaille l'UGAP de son côté, on ne le contrôle pas. Bien, donc je vais vous proposer de vous exprimer sur votre accord avec la signature de cette charte. Alors, si personne ne m'a demandé qu'est-ce que ça représente comme difficulté pour la commune, ça alourdit quand même l'élaboration des cahiers des charges, puisque ces cahiers des charges devront être établis en appui sur GPSEA et PCI. Je pense que le GPSEA va intervenir pour aider les communes. Oui, bien sûr, oui, c'est ce qui est Ça prévu. va alourdir forcément les communes. Non, mais ça va allonger à ce moment-là. Voilà. Bien, qui s'oppose à l'adoption de cette charte? Personne. Qui s'abstient? Personne non plus. Donc, acte. Alors, on va continuer au rythme des vœux pour formater notre avenir, en parlant cette fois-ci de la charte pour l'avenir de l'agriculture en Val-de-Marne. Ça a l'air de mobiliser beaucoup de monde en ce moment. Nous, ça nous mobilise depuis longtemps, puisque le souci, c'est quand même d'essayer de maintenir au maximum la vie agricole de Centeny. Je crois que le meilleur résultat qu'il y a eu jusqu'à présent, c'est pas nous qui l'avons pris, c'est la loi, mais c'est le fait au niveau du PLU de ne plus avoir le droit de construire en dehors de l'enveloppe urbaine de la commune. C'est déjà une évolution qui va dans ce sens-là. Ceci dit, la charte pour l'avenir de l'agriculture en Val-de-Marne, c'est une charte qui est proposée cette fois-ci par le département et qui vise 4 axes. Le premier axe, c'est l'agriculture dans l'aménagement du territoire. Pas la peine de faire de dessin, on sait très bien que c'est l'agriculture et les agriculteurs qui dessinent quelque peu notre environnement vert. Donc c'est un rôle important et il convient de chercher à le maintenir et à le faciliter au maximum. C'est aussi l'agriculture qui peut nourrir nos habitants. C'est pas totalement faux, c'est même assez vrai, même si chez nous c'est une agriculture, c'est une grande agriculture, c'est-à-dire elle est nourricière, mais elle est nourricière à travers le travail de coopérative et le travail de regroupement de récoltes. Mais par exemple les maraîchers de la zone Périgny ou de la zone Membre travaillent de plus en plus en circuit court. Donc agriculture nourricière. Troisième point, agriculture citoyenne. Alors qu'est-ce que veut dire agriculture citoyenne? Là c'est un petit peu plus complexe. L'esprit, si je comprends bien, vise à améliorer le contact entre l'agriculture et les habitants du département à travers un commerce direct, c'est-à-dire des fournitures directes de colis de produits agricoles, et puis le contact de voisinage et le contact sur les marchés. C'est aussi éventuellement aider à développer des systèmes d'agriculture urbaine, ce qu'on trouve sur le toit des immeubles dans certains endroits, par exemple. Et enfin, le dernier point, c'est une agriculture porteuse d'insertion, toujours le même mot, et surtout d'emploi durable. Même si nous savons très bien que l'agriculture aujourd'hui
n'est plus très riche en emploi, dans la mesure où les grandes surfaces s'entretiennent avec un petit nombre de personnes. Par contre, l'agriculture, ou plutôt le maraîchage ou l'horticulture, nécessite davantage de main-d'œuvre. Ce sont tous ces points que le département nous propose de faire nôtre. Alors pour notre part, en quoi? C'est surtout en matière d'aménagement du territoire, de liens commerciaux de proximité, et puis également d'engagement de nos citoyens dans des métiers et des professions proches de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Je pensais, en regardant à ce document, que nous avons des désirs d'implantation de promoteurs d'entreprises dans notre zone d'activité. Ce serait peut-être pas mal, mais on n'a pas le droit, dans nos textes actuels, que nous encouragions les implantations d'entreprises de nature, sinon agricole, du moins alimentaire. Pour quelle raison, monsieur le maire? Pour quelle raison? Parce que l'alimentation fait travailler l'agriculture, alors que les grues que nous avons, les pelles que nous avons dans la zone d'activité ne font pas travailler du tout l'agriculture. Non, vous disiez, on n'a pas le droit ou... Parce que le PLU nous interdit d'interdire certaines implantations. J'ai pas le droit d'écrire « nous voulons des entreprises agroalimentaires, nous ne voulons pas d'entreprises de travaux publics ». On peut écrire des choses du type « on ne veut pas de stockage à l'air libre », on s'aperçoit ce que ça donne, c'est pas toujours respecté, et puis malgré tout, on ne peut pas écrire n'importe quoi dans un PLU. Donc, tout ce qu'on peut, c'est tenter par la négociation, par la discussion. Je dois voir bientôt des divers promoteurs sur ces sujets. On va voir si on peut effectivement faire passer quelque chose. Mais je pense que c'est intéressant, d'autant plus que ça fait quand même partie de nos envies profondes de préserver l'agriculture dans notre environnement. Mais en fait, je pense aussi que nous ne les attirons pas. C'est une pénurie de main-d'œuvre, c'est en plein boom, et on n'attire pas ces entreprises. On ne peut pas interdire, mais pour les attirer, nous ne sommes pas attractifs, alors pourtant nous sommes dans une zone qui pourrait l'être. Alors là-dessus, je ne peux pas répondre, je peux simplement dire qu'au moins dans la période où a existé la communauté de communes, on avait défini toute une zone d'implantation, vous la connaissez, et sur cette zone d'implantation, on a cherché à attirer des entreprises de toute nature. Mais non, je ne vais rien vous dire parce que rien n'est fait aujourd'hui, mais on a par exemple une entreprise qui correspond à ce style-là, c'est DMG. DMG a envie de s'étendre, envie que nous soutenons. Et pour s'étendre, il faut que les propriétaires de foncier veuillent bien le lui vendre. Et 10 € du mètre carré d'écart, ça pose problème. Je ferme les parenthèses. C'est là que sont toutes les difficultés en la matière. Et si tu demandes pourquoi on ne le fait pas, c'est derrière tout ça qu'il faut chercher des explications. Bien. D'autres questions? Non? S'il vous plaît. Oui. Vous doutez bien que j'allais peut-être un petit peu intervenir sur ce sujet. Je doutais pas, j'attendais. Je vous remercie. De l'agriculture, puisque nous faisons partie de cette famille des agriculteurs, notamment de Santeny. Et à la lecture de cette charte, on peut être surpris, en tant qu'agriculteur, je dis bien, pas à titre autre. On peut être surpris par certains termes. Déjà, quand on voit qu'en préambule, les signataires de cette charte affirment vouloir accompagner le développement de l'agriculture en Val-de-Marne, qui est le seul département de la petite couronne où l'agriculture demeure significative. Quand on voit affirmer vouloir accompagner le développement, il faut quand même savoir que parler de développement ici semble déplacé. On peut plutôt parler de changement. Car le développement, les agriculteurs s'en sont déjà préoccupés depuis très longtemps, heureusement d'ailleurs. Donc parler de développement aujourd'hui, c'est plus tout à fait ça, c'est du changement. Donc, je pense qu'on parle de changement d'agriculture. Parce que c'est vrai que les terres sont vouées à disparaître petit à petit au profit d'une autre forme d'agriculture. Bien sûr, c'est très bien de trouver d'autres idées.
Donc ça, c'est le premier point. Donc en tant qu'agriculteur, ça choque un petit peu ce mot développement. Ça veut dire qu'on n'y aurait jamais pensé, qu'on n'aurait jamais travaillé dans ce sens-là. Excusez-moi un tout petit instant. Les signataires ne figurent pas sur le document. J'imagine que la Chambre d'agriculture a dû y contribuer. Oui. Enfin, je doute très fort qu'elle n'y ait pas contribué. Voilà, mais bon, néanmoins, voilà. Là, c'est le conseil du département. Hein. Là, c'est le conseil Oui, départemental. oui, mais quand il parle des signataires, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de gens qui ont contribué à élaborer ce texte. Ouais, c'est quand même- Nous, on nous demande simplement si on veut le faire d'autre ou pas. C'est le conseil de département qui porte le texte. Après, Oui, tout à fait. Comme il porte d'ailleurs le texte interdisant tout phyto dans le département. Alors, je sais pas, je suis pas agriculteur, donc je me garderai bien là-dessus. Mais est-ce que le fait d'interdire tout phyto est un atout pour maintenir l'agriculture ou l'aider ou pas? Il y a trop de débats là-dessus. C'est pas le sujet. Là. Oui, non, on ne parle pas du tout de pesticides dans cette charte. Non, on n'en parle pas, mais comme c'est le même émetteur qui à la fois fait une charte pour le développement, puisque c'est le mot qu'il utilise, Oui. et interdit les phytos, ça veut dire, remarquez, ça va dans votre sens, ça veut dire qu'il faut changer de type de culture. Vous avez parfaitement raison, puisque il y a quelques jours, la semaine dernière, la SAFER, donc, qui est chargée qui est un La gestion des terres, qui est un organisme qui gère les ventes et les achats, qui préempte pour les achats et les ventes de terres agricoles. La SAFER, dans son conseil de la semaine dernière, du mardi dernier, a demandé de retirer ce point par rapport à la position de M. Favier contre le glyphosate. Voilà. Ils réétudieront. Je considère que la SAFER est compétente, moi je ne suis Voilà, pas. ils réétudieront la charte Ouais. après plus d'études. Ils ne veulent pas. Voilà. Donc ça c'est voilà. Vous avez tendu la perche pour faire parler de la SAFER. Voilà. Alors ensuite, on dit que ensuite, ce qui est un peu étonnant aussi, c'est que toujours dans le paragraphe 1, là, l'agriculture au cœur de l'aménagement, en zone périurbaine, l'agriculture est menacée par l'extension urbaine et l'artificialisation des sols. En fait, ce que beaucoup de communes pratiquent, hein, ça c'est partout pareil. C'est vrai. Pourtant, l'agriculture structure les paysages, entretient les espaces non bâtis, réduit les risques d'inondation. C'est vrai. Après, c'est un peu plus curieux. Elle peut créer des bienfaits externes à l'exploitation en fascinant une diversité de paysages nourriciers à haute valeur écologique. Ça peut être vrai aussi. Mais ce qu'il faut penser, c'est que les agriculteurs tels que nous sommes aujourd'hui à Sampigny, allez nous façonner la diversité des paysages nourriciers, avec quels moyens, qu'est-ce que ça veut dire exactement, est-ce que à haute valeur écologique, je veux bien le croire, pas forcément à haute valeur ajoutée pour l'agriculteur. Mais, et alors, ici comme exemple, entretenir les berges des cours d'eau, par exemple. Les cours d'eau qui passent dans une propriété ou des prés sont à la charge des propriétaires. Or, le propriétaire n'a pas le droit de curer. Alors, comment entretenir des berges si on ne peut pas curer? Alors, je connais bien le sujet, pour plusieurs raisons d'ailleurs, parce que j'ai été il y a longtemps propriétaire d'une petite maison dans un marais où effectivement il fallait curer les étiers de marais. Et quand j'y étais, on curait, il n'y avait pas de problème, on curait, on était allé sur place. Et ça faisait du pré de marais sans aucun problème. Aujourd'hui, les gens ne peuvent plus. Ce qui fait que les étiers de marais se remplissent tout doucement. Bon, ben, je ferme la parenthèse. Alors, dans des domaines comme le nôtre, c'est le problème du curage, oui, il est vrai. Par contre, le problème des embâcles, il n'est pas vrai. Celui des embâcles, elles peuvent se retirer. Oui, oui, oui. Et c'est un des gros problèmes. J'étais hier à Périgny, au bord de l'Yerre, à l'endroit de la cascade, je ne sais pas si vous connaissez la cascade de Périgny. C'est bourré d'embâcles, c'est sale, c'est désolant. Alors vous me direz, il n'y a pas d'agriculteurs autour, puisque c'est de la forêt, enfin des bois. Oui, c'est pareil. C'est pareil. Il y a propriétaires dans les bois, il y a propriétaires partout, Bien tout le sûr. long d'une rivière. Tout à fait. Tout le long d'une rivière. Donc c'est difficile, et l'exemple n'est quand même pas très très bien choisi, je dirais. Puisqu'en l'occurrence, on nous demande à la fois de façonner une diversité de paysages, mais on n'a pas les moyens de le faire, ou comme on cite comme exemple, justement, quelque chose qu'on ne peut pas faire. Alors, il faudra peut-être les signaler, alors je ne sais pas trop. Mais je crois qu'il parlait en termes général. Il parlait de l'agriculture en général et le façonnage en général. Sur tout le travail que fait un agriculteur
sur les terrains dont il a la possession. Oui, mais par exemple, quand on dit façonner, par exemple, la rivière qui passe au Loup, là-bas, hein, elle appartient à des propriétaires divers, il y en a beaucoup, tout le long de la rivière. Oui, je suis bien, Alors, si tu je suis bien d'accord, mais je crois, sans vouloir les défendre, qu'il parle d'une généralité. L'agriculture en général, c'est l'agriculture en général qui façonne notre paysage et qui façonne. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Oui, mais la charte, elle nous oblige à faire ça, Laurent. C'est ça le problème. Alors, comment fait-on? Alors, sur le dernier point, là, je crois qu'il faut mettre tout de suite les choses en place. À ce jour, elle ne nous oblige pas à faire. Oui, Elle nous encourage, elle nous oriente. Mais il n'y a aucune obligation dans cette charte. oui, mais alors c'est pour en revenir à la charte en elle-même. Oui, alors, On a un peu l'impression que c'est quand même la mainmise du département sur l'agriculture, à terme. Une vraie mainmise sur l'agriculture. Les agriculteurs, d'ailleurs on n'en parle pas tellement là-dedans, on parle tout le temps des acteurs. Alors je ne sais même pas si on fait partie de ces acteurs. Là je vois une échelle d'acteurs, après je revois collectivement, nous les acteurs de l'agriculture. Ça fait un peu peur quand même. Collectivement, nous les acteurs de l'agriculture, où se situe-t-on? Surtout c'est le senti, puisque malheureusement il n'y avait pas de représentant, c'est Florence qui m'a dit ça, il n'y a pas de représentant à toutes ces rencontres avec écoutez, on peut peut-être, pour une fois, faire preuve d'un peu d'optimisme ou d'aveuglement, je ne sais pas, en se disant que quand même le département du Val-de-Marne, qui n'est pas un département vert par définition, sa couleur serait plutôt différente. Le Val-de-Marne a mis un petit brin de vert dans sa réflexion, c'est plutôt encourageant. Mais sur le fond des choses, tout ceci, je dessinerai à personne l'environnement politique de l'époque. Quand on ne parle pas d'écologie, quand on ne parle pas de verdure, aujourd'hui, on est vraiment le dernier des derniers. Oui, mais... Alors on le fait dans les communes, puisqu'il va y avoir des élections, c'est les communes qui sont au chaud pour le moment, mais ça va être bientôt le département. Donc ils commencent à verdir. Voilà. Mais, je vous dis, ça me paraît... parce qu'on a vraiment l'impression que les agriculteurs là-dedans, enfin les agriculteurs, peut-être qu'on le conçoit ici, hein, je crois que le département les découvre un peu, les agriculteurs, quand même. Mais c'est vraiment utopique souvent, hein, ce qu'ils expliquent là-dedans. Bon, favorisant l'installation de nouveaux agriculteurs, mais où il n'y a déjà plus de terre? Où? Je ne sais pas. Écoutez, je vais vous donner une réponse qui ira dans votre sens. Moi, en 20 ans, c'est la première fois que je vois un document du Conseil général sur l'agriculture, enfin du Conseil départemental. Oui, oui, puis surtout, bon, on est un peu étonné parce que c'est pareil, c'est fait par des personnes qui ne sont pas forcément sur le terrain. Et alors justement, à ce sujet-là, donc je sais qu'il n'y avait pas de représentant de Centeny, ni particulier, ni de la municipalité, et vous aviez, quand vous avez eu connaissance de ça, vous ne pouviez pas demander qu'il y ait quelqu'un qui représente Centeny, parce qu'on est quand même un peu représentatif, entre les céréales, les grandes cultures, et puis les petites diversifications que nous avons déjà faites depuis des années. On n'a pas attendu la charte, nous, pour avoir des choses, ça fait 45 ans. Alors, excusez-moi, je ne vais pas plaider coupable, mais pas plaider non coupable non plus. Je n'ai pas souvenir que le département nous ait conviés à travailler sur la charte. Peut-être l'a-t-il fait, mais s'il l'a fait, ça m'a échappé totalement et ça a échappé au service, mais je n'ai pas souvenir. Ça peut faire un peu peur quand même. Parce qu'on aurait pu nous demander effectivement de déléguer un agriculteur. On parle tout le temps du plateau de milliards, il dit ceci, il dit cela, l'agriculture, la ruralité, tout ça, mais non, le jour où il y a quelque chose, et je vous dis, c'est quand même un peu inquiétant. Et alors après, là, oui, alors donc j'en viens, il disait par collectivement les acteurs, bon ben ça c'est... Je ne sais vraiment pas qui c'est. Alors, est-ce qu'il y a moyen pour vous d'en savoir un petit peu plus sur cette charte, d'y participer maintenant? Il n'est peut-être pas trop tard. Ah, il y a moyen de retrouver la démarche qui a abouti à cette charte. Ben oui. Ça, on peut le savoir, oui. Y participer, je ne sais pas. Y participer pour la réécrire, non, parce qu'elle est écrite. Mais y participer pour la suivre, peut-être. C'est-à-dire que la charte, on va l'adopter. Quand je dis on, pas forcément que nous. Les communes vont l'adopter. Il va bien falloir d'une manière ou d'une autre en rendre compte. Les communes vont l'adopter, bien sûr, mais les communes urbaines, qui sont pas les communes urbaines, oui, mais elles... qui ne sont pas préoccupées par ça. Mais si, elles sont préoccupées parce qu'elles veulent, quand elles arrivent sur le plateau, voir de la verdure, les communes urbaines. Oui, mais bon, les agriculteurs, on n'a pas forcément envie et les moyens de faire plaisir à tout le monde pour la vue des yeux.
Je vous comprends. Pour la vision du paysage. Je vous comprends d'autant plus que le département n'a jamais voulu élaguer les arbres de la nationale, par exemple. Ils l'ont mal fait. Donc peut-être si la mairie de la commune pouvait un petit peu se manifester par rapport à ça, ça serait bien. On vous décrira la démarche qui a mené à cette rédaction. J'essaierai de la faire mettre dans le compte rendu, Voilà. si je réussis à l'avoir rapidement. J'ai maintenant une petite lettre à vous lire, une déclaration des agriculteurs de Santeny. Alors, Santeny, le 23 septembre 2019. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les adjoints et conseillers municipaux, nous avons pris connaissance de la charte pour l'avenir de l'agriculture en Val-de-Marne, pour laquelle vous allez délibérer ce soir. Nous souhaitons vous informer de notre position à ce sujet. Le métier que nous exerçons est régi par un empilement de textes déjà nombreux et complexes. Une nouvelle charte n'est pas nécessaire. La charte propose certaines mesures qui ne paraissent pas réalistes et économiquement viables. Par ailleurs, nous pratiquons déjà une agriculture raisonnée et nourricière. Cette charte est le fruit d'un projet commun et co-construit avec tous ses acteurs. Paragraphe 3. Pour Santeny, aucun acteur n'a été consulté, ni par le président du conseil départemental, ni par la mairie. Cette charte n'a pas été rédigée pour les agriculteurs, mais pour les électeurs. En conséquence, en tant qu'agriculteurs à Santeny, nous n'adhérons pas à cette charte. Guillaume de la Perrière, EARL la Perrière, Pierre Durchon, EARL du Réveillon. Voilà. Alors, n'ayant pas reçu la lettre, je n'en fais pas état, mais... Non, ils m'ont chargé de vous la transmettre. Nous en assurons en cherchant les origines et les attendus de la charte. On fera sans doute connaître cet élément à ses auteurs. Vous voulez faire part des inquiétudes. Vous avez bien fait. Bien, je vais quand même soumettre la charte à l'approbation du Conseil. Alors, qui s'y oppose? Qui s'abstient? 3 abstentions. Pardon. J'en avais compté que 3. 4, ce qui nous donne quel résultat? Les personnes que tu représentes. Non, pas pour moi. Bah, chacun vote pour lui. Je vais poser une question. Ouais. Donc 5 abstentions. 5, 11. Donc c'est qui? C'est Sean, Laurent, Sophie, Claire Lacombe. Et puis moi. Monsieur le maire, dans un vote, les abstentions ne comptent pas. On calcule. Oui, oui. Oui, hein. Donc voter, s'abstenir, c'est voter oui. Non, c'est voter non, s'abstenir. On ne peut pas Non, pouvoir puisqu'on se tient pas dans les positionner complètement On dans la n'obtient pas dans le mesure. décompte. C'est suffisamment clair le texte. Non, Département, une abstention, on n'est pas retenu. Ah bah, on peut le prendre dans un sens ou dans l'autre comme ça arrange. Donc il y a Ah, 7. Oui, mais si les abstentionnistes votaient contre, la charte serait refusée. Là, en l'occurrence, la question posée, c'est adoptons-nous la charte? Donc les réponses oui sont oui, les réponses non sont non, et les abstentions n'interviennent pas dans le calcul. Donc c'est les oui par rapport aux non plus aux abstentions qui font le décompte. Voilà. Donc, 16 pour. 16 pour et 6 contre. Donc en fait, c'est adopté par 16 pour. Et il y a en réalité 16 d'un côté et 11 de l'autre, si c'est 50. Donc c'est de toute façon adopté, effectivement. Et j'ai pris des engagements sur certaines réponses qui seront tenues. Alors, le point suivant. Régime d'autorisation de changement d'usage des locaux en meublé de tourisme et procédure de déclaration préalable soumise à enregistrement. Ici, il s'agit de l'affirmation de dispositions légales et réglementaires. En clair, ces idées-là ne sont pas nées à Santeny, mais elles y existent. Un certain nombre de propriétaires, à Paris en particulier, mais à Santeny aussi,
ont transformé leur résidence, tout ou partie, en logement de tourisme. La loi prévoit cette transformation. Et elle prévoit cette transformation et elle l'assortit d'un certain nombre de règles, dont la première, pardon, pas la première, la deuxième. La première étant que cette transformation doit s'accompagner d'un agrément d'un organisme qualifié pour agréer. Mais la deuxième, qui pour nous est la plus importante, est que cette transformation doit s'accompagner d'une déclaration à la mairie du domicile. Les conséquences en sont qu'il est ensuite possible à la mairie du domicile de décréter une taxe de séjour sur la fréquentation de ses habitats. Pour le moment, nous ne parlerons pas de la taxe de séjour, mais nous parlerons simplement de la déclaration. Nous savons qu'il existe de telles résidences à Santeny. Si je cherche la liste des déclarations, je la trouve, il n'y en a pas. C'est simple. Donc, nous proposons d'adopter une délibération répétant, reprenant à son compte, les obligations de déclaration qui s'imposent et les conséquences qui découlent de la non-déclaration, qui sont définies par ailleurs au niveau du Code du tourisme par des articles réglementaires et des articles législatifs. Avez-vous des questions? Oui, monsieur le maire, vous dites que vous connaissez les propriétaires qui font... Ah, j'ai pas dit que je connaissais les propriétaires. Ah. J'ai dit je sais qu'il y a des locaux à Santeny. Donc vous savez qui. Est-ce que vous avez averti la population que vous alliez prendre une telle délibération? Pas encore. Voilà. Il aurait peut-être été bon quand même d'informer. Là, je ne te suis pas, parce que la législation, l'obligation, elle démarre dans l'autre sens. Oui. Ce sont des personnes qui ont pris des initiatives et qui n'ont pas accompli ce qui leur incombe. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va y aller tranquillement. On va simplement publier ceci. Ce sera diffusé dans le conseil municipal. Peut-être fera-t-on un petit article dans le journal sur le sujet. Oui. En l'état actuel des choses, on n'exercera pas de coercition, mais ça ouvre la porte à en exercer. Et on en exercera d'autant moins qu'il apparaît, que ce soit à Santeny ou ailleurs, il n'y a aujourd'hui aucun recensement indiscutable des locaux classés de cette façon-là, puisque tout repose sur du déclaratif. Inutile de dire que même les impôts l'ignorent. En général, ils sont même les premiers à l'ignorer. Des questions? Oui, non. En fait, oui, moi, à titre personnel, je dois dire que je regrette beaucoup qu'on ait toujours une imagination pour créer de nouvelles taxes. Parce qu'en réalité, vous nous présentez le plat à nouveau d'une façon séquencée. Et bien évidemment, on voit bien que l'intention, c'est pas simplement de forcer en fait les personnes, les quelques personnes qui effectivement trouvent qu'il y a un intérêt à avoir un revenu complémentaire sur Santeny, parce qu'une fois de plus, Santeny, ce n'est pas Paris, et que je doute fort que l'attractivité de Santeny soit telle que des Santenois se mettent à faire un commerce de location à plus de 120 jours, parce que à Santeny, on trouve effectivement que c'est la ville rêvée pour faire du tourisme. Et ce que je trouve un peu dommage, c'est que, sauf si vous nous dites qu'il n'y aura jamais de taxe de séjour, ce que je trouve dommage, c'est que, comme à l'accoutumée, on présente la première mesure sans nous dire quelle sera en fait la deuxième mesure. Et comme pour la verbalisation électronique, là, ce qu'on peut s'attendre, c'est à ce que, effectivement, les quelques Santenois qui ont des revenus complémentaires, eh bien, vont se retrouver fiscalisés. Et je trouve ça dommage dans un pays où on est déjà surfiscalisé, d'à nouveau mettre une taxe sur ce type d'activité. Demain, ce sera aussi peut-être sur les personnes qui prêteront leur garage ou qui prêteront leur voiture. Et je trouve ça vraiment navrant, notamment pour un village. Parce que Santeny n'est pas, en fait, Paris. Non, mais derrière la taxe de séjour, c'est les gens de passage qui la payent. La taxe de séjour, c'est le locataire qui la paye. C'est pas le propriétaire. C'est pas le propriétaire. C'est le locataire. C'est le locataire. C'est celui qui est de passage.
C'est ce que tu payes quand tu vas à l'hôtel. Oui, mais quel est l'intérêt quel est l'intérêt aujourd'hui d'avoir ce type de taxe sur en fait une activité qui reste une activité marginale et qu'on ne peut pas comparer en fait à ce qui se passe au niveau de la capitale? Tout ceci est parfaitement vrai, mais d'abord c'est pas le débat ce soir. Je comprends la façon dont tu le présentes avec les deux temps. C'est pour ça que je me suis appliqué à dire que nous ne parlons pas de taxe d'habitation. Dans mon esprit, j'en laisse le soin à ceux qui auront la chance de gouverner la commune demain. On verra bien quelles sont les visions des choses à cette époque-là. Actuellement, moi, ce qui m'agace profondément, c'est qu'on ne respecte pas la loi. La loi oblige à une déclaration. On s'aperçoit que tout le monde s'assoit dessus, ce qui n'empêche pas d'afficher des propositions de location sur Internet. Vous connaissez mon peu d'amour pour Internet. Je trouve que c'est parfaitement choquant et nous rappelons simplement cette nécessité-là. Si les gens en souffrent, c'est à travers une amende qui peut leur être infligée pour ne pas déclarer. Ça, oui, c'est possible. Qui est monstrueuse. Qui est très importante, c'est vrai. Au regard des tarifs de location, pas forcément. Mais c'est quand même effectivement très important. Et l'autre aspect des choses, c'est celui que soulignait Bernard, c'est qu'effectivement, si est établie ultérieurement une taxe, c'est vrai qu'on l'avait envisagé et qu'on s'est arrêté parce qu'on s'aperçoit que pour le moment, les choses ne sont pas claires. Et je ne sais pas si elles vont le devenir du jour au lendemain, c'est pas évident. Et si on applique une taxe, c'est le locataire qui la paye, c'est pas le propriétaire. Oui, le propriétaire, je vais peut-être vous faire sourire, je pense qu'aujourd'hui, bien entendu, il inclut les revenus de la location dans sa déclaration d'impôt. Mais il y en a, comme tout bon propriétaire foncier. Pour beaucoup, c'est pas juste un petit ajout à la marge. On a certains sur Airbnb. Ben, je t'invite à aller sur Airbnb et à certains endroits, essaie de faire une location et tu vas voir combien c'est occupé sur l'année. Je pense que là, on n'est plus dans un revenu complémentaire, mais dans un vrai revenu global. Donc il faut... Et on est d'accord, on n'est pas sur Paris. Et on n'est pas effectivement sur Paris, mais... Parce que Paris a un autre problème, vous le connaissez, c'est que ce système-là fait que des appartements parisiens ne sont pas mis à la location. On est d'accord. Et c'est pas du tout le même problème. Non, c'est pas du tout le même. D'autres questions? Monsieur le maire, quand on est une compétence du territoire, le tourisme et ainsi de suite, que dit GPSEA, Créteil, sur toute cette politique de tourisme et autres? Je ne connais pas encore beaucoup de réflexions du territoire en la matière. Valérie, tu peux nous dire quelque chose? Aucune. Aucune. Bon. Alors, parce que c'est amusant, on a commencé par signer une charte où on suit le territoire, GPSEA. Peut-être nous suivons. Et puis... Peut-être nous qui allons donner des idées. Et là, du coup... Alors justement, il n'y a pas de politique, on le sait très bien. Sur alors, le tourisme, il n'y a pas de politique sur le... Rassure-toi pour un aspect, c'est que quand même, cette proposition est connue de GPSEA qui l'encourage à l'ensemble des communes. Même si en soi, elle ne se justifie pas, puisque la loi l'exige déjà. Vous disiez que vous les connaissez sur Saint-Cloud. À l'échelle de Saint-Cloud, on est très nombreux. Pourquoi ne pas faire un rappel à la loi? Vous êtes le premier magistrat. Non, mais on doit faire un Probablement, enfin probablement. Délibérer de façon comme ça, active et massive. Pourquoi ne pas faire tout simplement un rappel à la loi? Vous êtes le premier magistrat. La loi. Non, mais je pose. Il faut appliquer la loi, on est là pour ça aussi. Hein. Mais il y a plusieurs façons. Vous connaissez des personnes. Ah, vous veux dire pour les amendes? Non, je parle de cette délibération-là. Pourquoi on arrivait à délibérer sur un texte de ce type-là qui s'appliquerait à tout un village? Moi, la question que je pose d'abord de façon très pratique, c'est combien ils sont? Est-ce que vous avez fait un rappel à la loi à ces personnes-là? Ce serait la première démarche. Alors, combien ils sont, on ne le sait pas. Il me semble que je l'ai dit clairement. Et faire un rappel à la loi, on ne l'a pas fait. Ce sera sans doute ou peut-être une démarche après, une invitation amiable à travers le texte adopté et sa publication. Dans ma logique, moi j'aurais préféré qu'aujourd'hui vous nous dites oui, on a des difficultés à faire en sorte qu'ils respectent la loi, donc on passe à une délibération qui est beaucoup plus en
fait non plus incitative, mais qui est beaucoup plus coercitive. Mais là, je suis un peu gênée qu'on en passe à une délibération tout de suite, alors qu'on n'a pas essayé avec ces personnes-là. Je ne sais d'ailleurs pas comment. Mais comment les identifier tous? Il y en a, c'est commencé son discours en disant j'en connais. Oui, je sais. On ne les connaît pas tous. Donc, qu'est-ce qui a été fait vis-à-vis de ces personnes? On ne les connaît pas tous. Il faut. Aujourd'hui, rien. Voilà, donc faisons ça d'abord avant d'en arriver à une délibération globale. Ça me paraît logique. Bon, bah écoutez, vous exprimerez à travers votre vote. Monsieur le maire, oui. Une question. Pourquoi on dit délibère maintenant? Pourquoi ça n'a pas été fait? Est-ce qu'il y a une urgence en fait particulière? Celle d'essayer de délibérer partout, enfin sur GPSEA, comme je le disais tout à l'heure, à peu près au même moment. Oui. Et comme c'est une délibération qui n'est qu'un rappel de la loi, parce que c'est ça ce qu'on fait. Et pourquoi ce rappel n'a pas été fait il y a 4 ans, il y a... Eh bien parce qu'il y a 4 ans, on pensait directement à la mise, enfin 4 ans peut-être pas. C'est 2016. C'était 2016. Oui, on pensait à la mise en œuvre éventuelle d'une taxe de séjour. Et on n'est pas passé à la taxe de séjour pour des raisons variées, dont le fait de mal identifier les résultats de l'application d'une telle taxe et un résultat qui est quand même 1,50 € par jour, je crois, ça doit être à peu près ça aujourd'hui, qui n'est pas d'une productivité extraordinaire. D'autres questions? Ça paraît quand même étonnant que cette proposition-là de vote vienne comme ça, comme on disait tout à l'heure, un peu subitement. C'est certainement parce que vous avez des idées tout de même. Eh bien au pire, disons que je veux laisser à mes successeurs une situation claire. Qui contreviennent régulièrement, et ça vous devez bien savoir, si vous mettez des amendes aussi dissuasives, c'est qu'il y a vraiment des personnes qui... On n'en est pas à la phase amende, je pense l'avoir dit assez fort. Tout de même, ça paraît, on est un peu surpris. Bah, tout de même, ça paraît normal quand il y a une loi de la mettre en œuvre et de la déclarer. Ça, bien sûr. Cela étant, monsieur le maire, c'est également normal. Combien vous avez de déclarations de chiens de catégorie 2 Oui, c'est une bonne remarque. Il y a une vraie obligation. Oui, mais quand il va y avoir une police municipale, vous allez nous demander pourquoi d'un seul coup vous intéressez aux chiens. Ben parce qu'on aura les moyens de s'y intéresser. Ça ne serait pas une délibération. Mais non, il appliquera le jeu. On peut prendre une délit de rappel. Ah ben on pourra toujours rappeler la loi. Oui, la remarque est bonne, on peut faire exactement la même démarche. Il y travaille déjà. Bien, qui s'oppose à la délib alors dans ces conditions? Qui s'abstient?